Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde! Bonjour, Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale. Donc, le sujet du jour, constipation fonctionnelle et encoprésie. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui Stéphanie Tremblay, pharmacienne à l'hôpital Sainte-Justine en pédiatrie générale et en maladies infectieuses depuis 1997. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Dr Brigitte Parisien, pédiatre générale au CHU Sainte-Justine. Elle est impliquée en pédiatrie hospitalière et c'est également une co-gestionnaire de l'unité de médecine de jour. Dr Parisien a travaillé sur le développement et la mise à jour de guides cliniques, dont celui de la constipation fonctionnelle. Donc, merci à vous deux d'être ici aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Donc, d'entrée du jeu, pour mettre la table, Brigitte, est-ce que tu pourrais nous rappeler c'est quoi la constipation fonctionnelle? Oui, absolument. Quand on parle de constipation fonctionnelle, ça touche énormément d'enfants. On pense que c'est jusqu'à 30% des enfants dans le monde, puis c'est énormément de consultations aussi. Elle est dite fonctionnelle quand il n'y a pas de cause organique là, qui explique la constipation, puis elle est fonctionnelle en fait dans la grande majorité des cas. Donc, c'est 95% des cas de constipation qui sont dites fonctionnelles. Le 5% restant, ce sont des cas de constipation qui sont causés par des causes organiques, on dit, comme des maladies. Puis ces maladies-là peuvent être d'ordre anatomique, donc des malformations, des anomalies du tube digestif, ou encore des anomalies du système nerveux, puis d'autres maladies comme la fibrose kystique, par exemple. Mais comme je le mentionnais, ça reste une minorité de cas. La constipation fonctionnelle, comme je le disais, c'est une pathologie qui est décrite par les critères de Rome qui décrivent les pathologies du trouble du tube digestif fonctionnel. Puis le diagnostic est fait sur la base de présence de critères. Donc, on dit qu'on a besoin d'au moins 2 de 6 critères. Puis là-dedans, on compte des défécations qui sont douloureuses, qui sont peu fréquentes aussi. Donc, chez l'enfant qui est continent, on parle de moins de 2 défécations sur la toilette par semaine. Comme autre critère aussi, on a la présence d'incontinence fécale. Puis comme je le mentionnais, là, ce sont des passages de selles qui sont douloureux ou de grosses masses fécales. Parfois même à l'histoire, on a des selles là, qui sont si grosses que ça bloque la toilette. Donc c'est sur la base de ces symptômes-là qu'on peut poser le diagnostic. OK. Donc, ce que je comprends, ça peut être dû notamment par une peur de déféquer, pas seulement un manque de fibres ou d'activité physique ou d'hydratation là, au niveau de l'enfant. Oui, tout à fait. L'enfant qui va passer des selles de gros calibre comme ça, ça va s'associer avec vraiment des douleurs, puis éventuellement une association, que le passage de selles va être douloureux. Et donc, cet enfant-là va avoir tendance à vouloir éviter ces événements-là douloureux et donc à se retenir. Ouais. Et donc, c'est pas simplement effectivement là, un problème qui est d'ordre alimentaire. OK. Puis j'entends parfois parler justement au décours de cette condition-là de fécalome, d'encoprésie. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur c'est quoi exactement? Oui. Donc, un fécalome, c'est une grosse masse fécale qui se retrouve là, au niveau du rectum. Puis de l'encoprésie, en fait, c'est la présence de souillures dans la culotte, donc d'incontinence. Puis le phénomène par lequel ça arrive, c'est que il y a des selles plus liquides qui arrivent au niveau du rectum, mais le corps ne perçoit pas cette arrivée de selles-là parce que déjà dans le rectum, une masse, du contenu fécal qui fait en sorte que la sensation est vraiment modifiée. Donc, ce qui arrive, c'est que ces selles-là plus liquides vont passer au pourtour puis éventuellement se retrouver dans la culotte sans que l'enfant s'en rende compte. OK. Puis dis-moi, est-ce que, tu sais, une de nos échelles qu'on utilise, c'est l'échelle de Bristol, qui est numérotée de 1 à 7. 1, c'est des petites boules très, très dures, puis 7, c'est vraiment extrêmement liquide, là, c'est la diarrhée. Est-ce que des fois, des parents, ils vont penser que l'encoprésie, c'est de la diarrhée, puis ils vont se dire, ah, mon enfant, il n'y a pas de constipation, il fait des selles liquides. Est-ce que ça arrive? Oui, tout à fait. Ouais. Tu sais, la présence de ces selles-là plus liquides peut laisser croire qu'il n'y a pas de constipation. Donc, c'est vraiment, tu sais,
au niveau du questionnaire puis de l'examen physique que le médecin peut déterminer OK. si l'incontinence, la diarrhée se retrouve plutôt dans un contexte de constipation. Excellent, merci, c'est super intéressant. Puis, dans cet ordre d'idée-là, pourquoi c'est super important de traiter la constipation fonctionnelle? Ben, c'est un peu comme un cercle vicieux. L'enfant qui va avoir des épisodes douloureux, comme je l'ai dit, va se retenir. Les selles qui sont accumulées ou qui restent accumulées dans le rectum, bon, vont devenir progressivement de plus en plus sèches et Mhm. dures. Et donc, le rectum, ce qu'il va faire, c'est accommoder. Le rectum va aussi devenir plus dilaté pour accommoder davantage de ces selles dures. Puis au final, il va devenir éventuellement moins efficace pour Mm. les évacuer. Donc, quand le phénomène est installé depuis plus longtemps, ben, tous ces mécanismes-là se sont installés puis vont prendre plus de temps à guérir finalement. On parle d'ailleurs, quand on prend en charge la constipation, de réentraînement intestinal, justement parce qu'on sait qu'il va falloir réentraîner le côlon à être plus efficace dans son évacuation. Donc, un enfant qu'on prend en charge plus vite va avoir plus de chances de guérison rapidement parce qu'on n'aura pas laissé ces phénomènes s'installer. Donc, là, dans le fond, t'as un peu décrit c'est quoi le comportement de rétention, c'est bien ça? Oui, Ouais, puis Euh, souvent, il y a des signes qu'on peut ouais. observer chez l'enfant qui se retient sans que ce soit, tu sais, évident prime abord. Quand on demande aux parents après de porter attention à des moments où l'enfant, par exemple, se déplace en marchant sur la pointe des pieds. Des fois, ça peut être lié Hmm. au fait qu'il contracte, tu sais, les fessiers. Des fois, ça va être des enfants qu'on va voir assis sur le sol avec leurs talons qui se retrouvent sous le périnée. Puis cette posture-là va faire en sorte de faire remonter les selles là, du rectum vers le côlon ascendant. Et donc, des fois, quand on est attentif, on peut observer les enfants avoir des comportements de rétention, là. Fait qu'il faut comme faire une espèce de physiothérapie, ergothérapie, en plus des autres mesures non pharmacologiques dont on va parler, puis en plus des traitements pharmacologiques. Fait que oui, il y a C'est beaucoup comme... d'aspects Ouais, ok, dans la prise en charge de la c'est bon. constipation. Excellent, merci. Donc, juste m'assurer, juste avant de passer au traitement là, avec Stéphanie, les lignes directrices remontent quand même à longtemps, là, près d'une dizaine d'années. Est-ce qu'on devrait s'attendre à avoir des mises à jour des lignes directrices canadiennes ou américaines ou européennes éventuellement? C'est pas impossible. À ma connaissance, par contre, il n'y a pas de grandes nouvelles études ou de grands nouveaux changements dans le diagnostic ou la prise en charge de la constipation. Donc, a priori, on ne devrait pas apprendre des nouvelles choses dans ces guides-là. C'est bon. Parfait, merci. Ben, on a déjà pas mal notre arsenal thérapeutique. Mhm. Là, c'est de savoir bien choisir. Donc, justement, on pourrait commencer par classe de médicaments, Mhm. juste donner quelques particularités pour chacune. Donc, parmi les osmotiques, on a notre fameux polyéthylène glycol, le PEG de 3350. Mhm. Pourrais-tu nous en parler un peu, Stéphanie? Oui, c'est le Laxadé ou l'Hémolax ou le Relaxa qu'on connaît qui est disponible en vente libre dans les pharmacies. La dose, le PEX, en fait, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, je dirais, puis c'est comme celui qui est le plus efficace, le plus pratique aussi. Les doses qu'on va donner, on peut donner des doses quand même assez élevées, fait qu'en désimpaction, donc quand un enfant a vraiment une constipation très aiguë, on peut donner de 1 à 1,5 grammes par kilo par dose en 2 à 3 fois par jour. Donc, ça fait quand même vraiment des bonnes doses, Mhm. dépendamment de l'âge de l'enfant. Puis chez les enfants plus vieux, lorsqu'ils pèsent plus de 50 kilos, on peut aller jusqu'à 34 grammes 3 fois par Mhm. jour, vraiment pour la désimpaction. Ensuite, la dose de maintien de PEC, c'est 1 à 1,5 grammes par kilo une fois par jour jusqu'à un maximum de 17 grammes, qui est la grosseur des sachets, Mhm. dans le fond, de PEG. C'est un médicament qui est sécuritaire à tous les âges, même chez les petits bébés. Des fois, Mhm. c'est lui qu'on va utiliser. C'est sûr que l'effet limitant, c'est qu'il doit quand même d'être dilué dans un certain volume de liquide. Donc, il faut être certain que l'enfant va prendre tout le liquide dans lequel on l'a dilué. C'est pas toujours évident avec un jeune enfant. Mhm. Puis on peut aussi le diluer dans le liquide de notre choix. Ça peut être aussi même Mhm. des compotes, Mhm. Ouais. toutes sortes de choses. Donc, c'est quand même quelque chose qui est un médicament très, très pratique. Super.
Ensuite, on a aussi le lactulose, qui serait peut-être un autre choix là, si on n'est pas capable d'utiliser le Laxadé. Le volume à nutrir va être moins long, c'est moins important. Mhm. C'est très sucré. Fait qu'en général, c'est quand même assez bien toléré. On peut aussi le donner en deuxième ligne de traitement là, si ça ne fonctionne pas, ou même en ajout parfois. Puis c'est sécuritaire là, comme le PEG pour tous les âges. Là. Donc, c'était notre choix. C'est un choix qu'on utilisait beaucoup avant la commercialisation du PEG. Maintenant, il était un peu dépassé par le PEG, je dirais. Puis il y a d'autres osmotiques aussi, on en entend justement un peu parler, le lait de magnésie, là, l'hydroxyde de magnésium. Je ne sais pas si vous le voyez un peu en pratique ou... Très peu. Personnellement, je l'utilise pratiquement pas non plus. Ok. Mais on nous dit que ça peut justement être utilisé en deuxième ligne là, Mhm. quand le PEG 3350 fonctionne pas. Euh, mais on l'utilise très peu. Euh, on a aussi les suppositoires de glycérine, mais ceux-là, je les réserverais pour les enfants qui ont vraiment des épisodes de constipation plus succincts dans le temps. Mhm. Un patient qui a une constipation fonctionnelle qui est présente depuis longtemps, ben, le suppositoire de glycérine n'a pas vraiment sa place, Ouais, là. c'est ça, parce que ça va avoir un effet plus au niveau du rectum, alors que C'est l'enfant ça. avec la constipation fonctionnelle, il y a des selles partout dans le Exactement. côlon. Ouais, Exactement. je comprends. Fait qu'on on réglerait pas vraiment notre problème en faisant ça. Mm. OK, parfait. Puis on a aussi nos lavements également qu'on utilise vraiment en constipation plus sévère, là. Oui, puis ça peut être Mhm. efficace. Souvent, les patients, par contre, qui ont de la constipation, vont avoir tendance à pas apprécier là, Ouais. qu'on fasse de Mhm. l'administration de médicaments au niveau de la région Mhm. anale. Donc, si on peut les éviter, puis choisir une voie orale, ben c'est souvent plus accepté Ouais, par tout les à enfants fait. eux-mêmes. Mm, parfait. Si je reviens à toi, Stéphanie, pour les stimulants, les sénosides de ce monde et les bisacodiles. Maintenant, on les utilise vraiment très peu utiles en pédiatrie. Ça va être surtout en cas d'échec ou lors d'un refus de prendre le Laxadé ou le lactulose. En général, on peut les utiliser à partir de 2 ans. L'avantage du Sénoside, c'est qu'il y a une solution orale qui existe, qui est disponible commercialement, qui goûte vraiment pas bon, qui est vraiment pas, c'est comme un liquide brun. C'est Ah. vraiment, ça donne pas le goût de le prendre. Bon équilibre. Mais parfois, il y a des enfants qui vont l'accepter. Donc, moi, je garderais ça pour une très courte période dans des circonstances exceptionnelles. Le Bisacodyl, c'est un peu la même chose, là. Dans le fond, c'est pas un médicament qu'on veut utiliser en maintien. Ça va être pour en deuxième ligne de traitement, en adjuvant parfois. C'est pas super pratique en pédiatrie parce que c'est un comprimé entérosoluble qu'on peut pas couper. Il existe en suppositoire, mais comme on disait, les enfants constipés vont pas aimer utiliser l'utilisation Mhm. du suppositoire. Donc, ça peut être utilisé, mais c'est dans des circonstances exceptionnelles aussi, puis c'est pas chez les jeunes enfants. Ou j'imagine si tu le coupes ou tu l'écrases parce que l'enfant il a un tube nasogastrique, mais là, ça serait juste pour une fois, puis Mhm. on espère que ça fonctionne. On espère, parce qu'en principe, Ouais. normalement, le principe actif serait inactivé Naturel. là, Ok. par l'acidité. Fait que c'est pas un super choix. Euh, la catégorie suivante, Ouais, les émollients. exactement, oui, vas-y. Il y a l'huile minérale là, qui était très populaire jadis, là, le fameux Lansoil. Euh, En bas d'un certain âge, là, autour de 3 ans, il y a quand même un risque Mm. d'aspiration de la gelée d'huile minérale, donc on l'aime moins aussi. En pratique, c'est vraiment quelque chose qu'on n'utilise plus. Mhm. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler à Sainte-Justine, par exemple, avant le Laxadé, on en voyait quand même assez souvent du Lansoil. Puis le doxystrate de sodium, le colasse, il est peu efficace, comme chez Mhm. l'adulte, peu utilisé. Euh, la particularité en pédiatrie, c'est que la solution orale, elle a un goût très, très, très Ah, mauvais, très amer et qu'on doit utiliser elle n'est pas très concentrée aussi, c'est 4 mg par ml la solution. Donc, les enfants devaient prendre un gros volume de quelque chose de vraiment pas bon. moi, je me rappelle dans mes activités d'initiation, l'activité d'accueil, dis-je, à l'université, il Oui, fallait croquer le plus de collasse en 1 minute. Je oui. pense que j'ai encore le goût dans la bouche des années plus Effectivement, tard. Je me Donc, rappelle. je comprends pourquoi un enfant ne voudrait pas du tout prendre ces médicaments. oui. Parfait. Donc, puis de façon générale, les effets secondaires, ça se ressemble
pas mal tout pour tous ces médicaments-là. Oui, des crampes Ouais. quand on utilise des flatulences, des effets gastro-intestinaux. OK. Avec le PEG, j'ai rarement vu d'effets secondaires. Moi, j'en ai rarement Non, entendu ben, parler. ce qui est rapporté beaucoup par les familles qui le commencent, c'est qu'évidemment, au début, ils vont avoir de la diarrhée. Mm. Mm. Parce que le médicament, comme il est pris par la bouche, ben, il va faire effet, tu sais, dans le tube digestif proximal. Puis là, par le temps, tu sais, qu'il fasse son effet dans le tube digestif distal où les selles sont plus dures, ben, il Ah, va, OK. il va ramollir d'autres selles. Donc, moi, je les avise souvent de cet effet-là en leur disant que c'est normal, que c'est attendu, puis qu'il faudrait éviter d'arrêter le traitement là, s'ils constatent qu'il y a beaucoup de selles C'est ça, liquides. quand on sait pas, je me mets à la place d'un parent que, tu sais, ça peut être stressant, justement, de voir la diarrhée Oui, qui c'est ça. augmente Puis ils chez peuvent être son enfant. tentés de l'arrêter, Mhm. mais il faut bien leur expliquer que c'est parce que le OK. médicament commence à faire effet Mhm. dans le tube digestif proximal, puis qu'éventuellement, il OK. va, tu sais, atteindre le tube digestif distal où il reste encore beaucoup de selles dures, là. Ah, c'est bon de se le rappeler, merci. Ouais. Excellent. On a parlé justement des traitements pharmacologiques. On a dit tantôt que toutes les habitudes de vie, les mesures non pharmacologiques, en fait, sont essentielles là, dans la prise en charge de la constipation fonctionnelle. Voudrais-tu nous les expliquer un petit peu? Oui, absolument. Ben, il y a plusieurs aspects, là, notamment, ben, on a parlé de la diète tout à l'heure. Euh, Ce qui est important dans la diète, c'est effectivement les fibres et l'eau. Euh, non pas parce que on a besoin d'en prendre plus que ce qui est recommandé, mais parce que la plupart du temps, les enfants et même les adultes consomment pas les quantités de fibres et d'eau recommandées là, de manière quotidienne. Fait que ce qu'on leur demande, c'est vraiment d'atteindre au moins cette recommandation de base-là qui s'applique à tout le monde. Puis en général, on dit c'est environ 0,8 à 1 gramme par kilo de fibres qu'on doit aller chercher dans une journée normale. Donc, les familles, on les encourage à ben, élargir, tu sais, leur apport en fibres ben, alimentaires parce que c'est celles qui sont le plus efficaces. Tu sais, notamment sous la forme de fruits, légumes avec la Mhm. pelure, puis aussi les fibres qui viennent des grains entiers. Fait que je leur demande d'explorer des apports là, de grains entiers, donc de varier la couleur de leur pain, la couleur des pâtes, tu sais, pour aller vraiment chercher plus de grains entiers. Si c'est des familles qui ont l'habitude de cuisiner, par exemple, les muffins à la maison, ben, tu sais, de changer, de varier les types de farine, par exemple. Donc, c'est pas faux de dire, ah, je vais aller acheter du jus de pruneau ou des pruneaux, là, des bons pruneaux en saison. Non, c'est Ouais. pas OK. fou, effectivement, parce que, en fait, les fibres, ce qu'ils Mhm. font là, dans le tube digestif, ils sont pas absorbés. Donc, ça reste dans la lumière intestinale, puis ça crée un effet irritant sur la paroi intestinale, ce qui fait en sorte que ça active le péristaltisme. Donc, c'est vraiment un effet mécanique qu'on veut aller chercher. OK. Ben, puis l'eau, on leur recommande de boire là, de 1 à 1,5 litres d'eau par jour. C'est vraiment le minimum. On leur demande d'être actifs, hein. Un enfant, on s'attend à ce qu'il fasse 30 à 60 minutes d'exercice modéré à intense par jour. Fait qu'on leur demande au moins d'atteindre ces cibles-là. Puis chez l'enfant qui se retient beaucoup, ben, on va essayer de, 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 de reconnaître le symptôme, puis on va essayer éventuellement d'éviter cette rétention-là. Mais la pierre angulaire, c'est vraiment de faire en sorte que le passage des selles devienne non douloureux si on veut se sortir de ce cycle-là. Je comprends bien. Merci. Puis, imaginons un parent là, qui a tout essayé pour son enfant, puis ça marche juste pas, il est rendu à des bonnes doses de laxaté depuis plusieurs jours, là, il achète des caisses de pruneaux là, à toutes les semaines, puis là, il veut se tourner vers les probiotiques. Parce qu'il a vu ça passer sur Internet, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis à ces parents? Ben, malheureusement, on a peu d'évidence qui supporte l'utilisation des probiotiques dans le traitement de la constipation. Fait que, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils dépenseraient beaucoup de sous pour euh, un traitement pour lequel on n'attend pas beaucoup de résultats. OK. Puis est-ce que c'est le même cas aussi pour les prébiotiques puis les autres thérapies, par exemple, thérapie comportementale? On n'a pas de preuves non plus à ce que je sache. Non, c'est ça. Même comme tu le mentionnes, la thérapie cognitivo-comportementale, il y a
peu d'effets. La seule thérapie qui est intéressante puis qui a démontré des effets, c'est la physiothérapie périnéale, mais encore là, c'est vraiment chez un groupe de patients précis, avec un enfant qui est motivé, puis qui est intéressé, tu sais, à faire et les séances de physiothérapie et les exercices qui s'en suivent à la maison. OK, ouais, c'est pas tous les patients qui correspondent à cette sous-population très précise, motivée et adhérente au traitement. C'est ça, OK, exact. je comprends. Donc, je vous amène vers des questions un peu plus pratiques. Là. Disons, par exemple, j'ai un patient de 7 ans qui a un fécalome, prend du Laxadone, une dose de désimpaction depuis 4 jours. Puis là, j'ai un parent quand même stressé, euh, qui, tu sais, qui veut arrêter le traitement après 4 jours parce qu'il avait entendu à la pharmacie que, tu sais, après 3 à 5 jours, tu sais, à 5 jours, pas de ciel, là, signal d'alarme et tout. Est-ce que c'est un échec au traitement, Stéphanie? Ben moi, en fait, je laisserais continuer encore quelques jours de plus, un bon 6 jours. Donc, 2, 3 jours de plus. Puis après ça, mais là, par exemple, il y aurait d'autres options à considérer ou Mhm. des ajouts à faire ou une augmentation de la dose de Laxadic, là, OK. ou des choses comme ça. Mais 4 jours, je trouve que c'est pas assez. J'attendrai quelques jours OK, encore. c'est bon. Parfait. Puis, donc, si on reprend le même cas, c'est quand qu'il faudrait considérer le traitement chirurgical, soit disant la désimpaction manuelle? Mhm. On est rendu au jour 8, par exemple. Il n'y a toujours rien. Ben, en fait, c'est plutôt rare qu'on se rende jusque-là. OK. Avant de considérer une désimpaction manuelle, il y a des traitements maintenant, tu sais, soit en unité de médecine de jour ou en hospitalisation qu'on peut tenter. Notamment là, euh, l'administration par un tube nasogastrique là, de PEG avec électrolyte. Généralement, ces traitements-là sont maintenant très efficaces là, vraiment pour traiter les fécalomes rebelles. Donc, c'est maintenant de plus en plus rare là, qu'on se rende à devoir faire une désimpaction manuelle. OK. Mais tant mieux parce que ça doit quand même être traumatisant pour un Oui. enfant, là. Déjà, on parlait juste de la voie intrarectale qui est pas super appréciée. Mhm. Mhm. Se rendre là, ça doit pas être super le fun. Ouais. Super. Puis, là, on a parlé bon, un peu plus de la phase aiguë. Là, par exemple, on a réussi à débloquer l'enfant. Le traitement de maintien, là, sur le site web de Saint-Justine, on dit le feu vert, là, tu sais, la phase verte de maintien. Ça devrait être poursuivi combien de temps exactement? Fait qu'il n'y a pas de recette qui s'applique à tout le monde. En constipation, moi, j'ai tendance à dire aux familles, ben, considérez que le traitement va être aussi long que la durée des symptômes qu'a eu votre enfant. Donc, pour les parents, ça illustre bien, tu sais, que ben, si l'enfant a eu de la constipation pendant les 2 dernières années, ben, qu'il y en a probablement pour un traitement d'au moins 2 ans. Puis, pour moi, c'est important de ne pas se mettre de pression sur le moment où on devrait arrêter un traitement. Donc, je leur dis, ben, l'important, c'est qu'il y ait tu sais, des passages de sel non douloureux à tous les jours. Puis, le médicament est nécessaire tant et aussi longtemps qu'il y a encore des souillures, donc un signe d'encoprésie, ou il y a encore des moments où il passe plusieurs jours sans sel. Fait que pour moi, ça me dit, ben, il y a toujours besoin là, de poursuivre son traitement. Ok, super. C'est super intéressant. Puis, est-ce que le traitement, tu l'arrêtes d'un coup, par exemple après 2 ans, ou faut faire ça graduellement? Graduellement. Graduellement. Ouais, pour voir comment l'enfant va tolérer. Parce qu'il y en a chez qui on commence à décroître les doses, puis whoop, les symptômes reviennent. Donc, je leur dis, tu sais, soyez patients, faites-le tranquillement. Puis là, je parle principalement du PEG Mhm. 3350 parce que justement, c'est un médicament en poudre pour lequel on peut ajuster là, de manière Mhm. tu sais, très précise la Mhm. dose, là. Et donc, je leur dis, tu sais, diminuez d'un quart, puis après ça d'un autre quart. Puis quand vous êtes à un quart, ben, allez-y un jour sur deux, puis après ça, voyez comment ça va. Donc, je leur dis vraiment de faire ça, là, Ok, d'accord. progressivement. D'accord. Euh, il y a peut-être beaucoup de pharmaciens communautaires qui nous écoutent. Ce serait quoi les signaux d'alarme que tu leur donnerais, que tu leur rappellerais là, en tant que, pour eux, les intervenants de première ligne? Mhm. Ben, il y en a très peu, mais un enfant qui n'a pas de passage de sel puis qui vomit, c'est un patient qui doit consulter à l'urgence. Euh, pour le,
Pour le clinicien, un patient aussi qui se présente dans le premier mois de vie, donc un nouveau-né avec de la constipation, ça aussi, ça se mérite une évaluation plus Oui, parce que approfondie. c'est pas normal, un nouveau-né Non, qui a la exactement. constipation. Il faut penser à d'autres types de Mhm. maladies, comme la maladie de Hirschsprung notamment. S'il y a du sang dans les selles, mais plus que du sang qui pourrait provenir d'une fissure, par exemple, là, qu'on verrait lui au moment de s'essuyer. Donc, s'il y a beaucoup de sang dans les selles ou des caillots, ça, c'est inquiétant. Puis si, là, il y a vraiment une distension abdominale très sévère, là, un ventre qui est très gros, ballonné, douloureux, là, ça aussi, là, c'est inquiétant. Ok, ben merci, Brigitte. Donc, avez-vous des références à nous partager en cette fin d'épisode qui seraient utiles là, à garder sous la main pour la constipation fonctionnelle? Fait que oui, il y a le dépliant que nous, on a produit au CHU Sainte-Justine qui est disponible en ligne. Donc, si les parents tapent dans leur moteur de recherche constipation fonctionnelle et encoprésie, c'est un des premiers liens là, qui ressort. Puis, pour les familles allophones, je réfère toujours au site About Kids Health, toutensemble.com, qui est le site du CKids à Toronto, puis qui a de l'information sur divers sujets, dont la constipation, dans plusieurs langues. Oui, c'est un super beau site. Ouais. Ouais. Stéphanie, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ben, il y a nos collègues qui ont fait un guide pour les gens de Sainte-Justine, en fait, qui ont un guide de médicaments en gastro qui est disponible aussi, puis qui propose des doses quand même. Fait que c'est quand même vraiment intéressant là, pour ceux que ça intéresserait, là, Oui. surtout les professionnels de la santé. Super, merci. Donc, on va mettre ces liens-là dans la description de l'épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Donc, je comprends que la constipation fonctionnelle, c'est un problème très fréquent chez nos enfants. Les mesures non pharmacologiques sont essentielles de concert avec notre bel arsenal pharmacologique qu'on a. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. Merci encore à vous de nous avoir écoutés à milligrammes par kilo. Je vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes accessibles dans la description pour ne rien manquer. Je vous invite à laisser un commentaire, une réaction ou à partager si vous avez aimé.